Je- Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux pour cette nouvelle conférence 30 minutes pour demain. C'est aujourd'hui la 39e session que nous organisons pour continuer à faire se rencontrer ceux qui pensent, qui font le futur des villes et des infrastructures. Il nous tient à cœur de continuer à vous proposer en effet ces conférences au-delà de la situation actuelle, faire œuvre utile pour alimenter les réflexions qui seront celles des mois à venir. Et pour cette session, j'ai le très grand plaisir d'accueillir François Gémen. Bonjour François. Bonjour. Alors François, vous êtes chercheur en sciences politiques, directeur de l'Observatoire Hugo, qui est l'Observatoire mondial des migrations environnementales à l'Université de Liège, en Belgique. Voilà. Vous êtes membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, que l'on connaît mieux sous l'acronyme du GIEC. Vous êtes Non. l'auteur de nombreux articles, ouvrages sur les politiques d'adaptation au changement climatique. Et vous avez fait paraître en 2019 avec Alexandra Rankovic un atlas de l'Anthropocène, voilà, que j'ai là, vous pouvez le retrouver. Alors on y parle changement climatique, érosion de la biodiversité, démographie, urbanisation, pollution atmosphérique, détérioration des sols, et déjà catastrophe sanitaire. On mentionne les crises sanitaires. Alors peut-être une question rapide avant d'entrer dans le sujet du jour sur le format choisir. Alors l'Anthropocène a de nombreux ouvrages. On a l'événement Anthropocène, peut-être The Oui. Limit to Growth de façon plus ancienne. C'est plus efficace un atlas pour parler de l'Anthropocène? Disons qu'il nous semblait que un atlas était le format qui permettait sans doute le mieux de donner à voir, de donner la pleine mesure, quelque part, des transformations que nous infligeons à la planète. Et effectivement, il y a très rapidement un côté de représentation, l'importance de donner à voir cela. Et donc, bien sûr, on peut le raconter sous forme de texte, et les textes accompagnent les cartes et les diagrammes. Mais vraiment, je crois que c'est le format d'un atlas qui, à la fois, permet de donner à voir l'amplitude de ces changements, de ces transformations, et qui permet aussi de les organiser les unes par rapport aux autres. Ça, c'était un autre élément qui nous paraissait important, c'est que aujourd'hui, bien sûr, dans l'actualité, dans la presse, les questions d'enjeux sont de plus en plus présentes, mais elles sont souvent traitées de façon assez fragmentée, comme si les problèmes étaient indépendants les uns des autres. On voit bien à l'évidence, à la faveur de la crise de la Covid actuelle, que ce n'est pas le cas. Et l'Atlas vraiment permettait de donner la pleine mesure de cette interconnexion, vraiment dans un cadre systémique. C'est un ouvrage en tout cas que je recommande. C'est un très bel ouvrage, très efficace en effet, avec une postface de Bruno Latour qui a postfacé effectivement cet ouvrage. Alors sur notre sujet du jour, vous avez publié le 18 mars dernier une tribune dans Le Monde avec Agnès Depouche intitulée De la crise du coronavirus, on peut tirer des leçons pour lutter contre le changement climatique, où vous estimez que les mesures radicales qui ont été acceptées par la population pour endiguer l'épidémie éclairent sur la manière dont on peut mener le combat contre le réchauffement de la planète. Je partagerai le lien vers cette tribune dans le chat. Alors, la lutte contre le coronavirus a en effet mis en mouvement les gouvernements du monde entier qui ont montré fréquemment leur capacité à prendre des mesures radicales contre la pandémie et à convaincre les populations de leur bien fondé. Alors c'est très tentant de faire un lien, un parallèle entre cette entreprise mondiale sans précédent et ce qui semble être un échec d'une diplomatie internationale à concrétiser efficacement la lutte contre le changement climatique. Alors François, je vais vous laisser une demi-heure pour votre intervention et pour essayer de comprendre avec vous Oui. pourquoi l'urgence climatique ne parvient pas à s'imposer au sommet de l'agenda mondial et quelles leçons on peut tirer de la crise actuelle et peut-être les limites de la comparaison pour apporter une réponse à ce défi écologique. Alors je vous invite, vous qui nous regardez au cours de cette présentation, à poser vos questions dans le chat sur la droite de votre écran. Je m'en ferai le porte-voix à l'issue de la prise de parole de François Gémen. François, c'est à vous. Voilà, merci beaucoup. Mais effectivement, il est certain que lorsqu'on voit la crise actuelle, on aurait vite tendance à se dire, finalement, on est là dans une sorte de préfiguration des crises que va amener le changement climatique.
On entend beaucoup l'idée que la crise actuelle serait bonne pour le climat, que le climat serait la prochaine crise à venir. On entend aussi qu'il faudrait à présent prendre contre le changement climatique les mêmes mesures que celles que nous avons été capables de prendre contre le coronavirus. Je pense qu'il faut se méfier de ces idées parce que ce sont souvent en fait des idées reçues qui sont un peu simplistes et qui, quelque part, s'appuient sur quelques similarités qui sont évidentes. Il y a évidemment des parallèles à tracer entre la question du coronavirus et la question du changement climatique. L'importance de l'expertise scientifique et de l'alerte scientifique, le caractère mondial de la chose, l'urgence et la radicalité des réponses à apporter. Voilà autant de traits communs qui, effectivement, pourraient nous faire penser que la crise du Covid et celle du changement climatique sont finalement assez comparables et appelleraient le même type de réponse. Pourtant, je pense qu'il y a des différences très profondes entre la crise actuelle et le changement climatique qui font qu'en réalité, les mesures que nous devrons prendre contre le changement climatique devront être profondément différentes de celles que nous avons prises contre le coronavirus. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, et ça sera un point important de mon intervention, ce qui ne veut pas dire naturellement qu'il n'y ait pas des leçons très importantes de la crise du coronavirus sur lesquelles nous pourrons nous appuyer pour lutter contre le changement climatique. Mais donc, tout d'abord, en première partie, peut-être dire pourquoi le changement climatique est profondément différent du coronavirus. La différence qui me paraît très importante, c'est que nous avons bien davantage peur du coronavirus que nous n'avons peur du changement climatique. Et pourquoi est-ce que nous avons peur davantage du coronavirus? Simplement parce que c'est un danger qui nous apparaît comme très proche et tout à fait immédiat. Nous craignons chacun et chacune de contracter nous-mêmes la maladie. Nous voyons des personnalités riches et célèbres comme Boris Johnson ou le prince Albert de Monaco ou Tom Hanks qui sont tombés malades et donc on se dit, oula, si même eux peuvent attraper la maladie, alors ça veut dire que nous ne sommes pas à l'abri. Et donc, alors que nous avons un sentiment d'immédiateté et de proximité par rapport au virus, nous avons encore l'impression pour le changement climatique que ça va arriver aux autres avant de nous arriver à nous-mêmes, que c'est quelque chose qui va se produire dans longtemps et dans les pays lointains. Et là, je pense qu'il faut qu'on puisse aussi, en tant que chercheurs, faire notre nostra culpa. Je suis frappé du fait que, en ce qui concerne le coronavirus, nous avons des indicateurs quotidiens en termes d'hospitalisation, en termes de décès. Nous avons les yeux rivés sur l'évolution de ces courbes quotidiennes, alors qu'à l'inverse, les courbes du changement climatique nous projettent souvent sur des horizons à 2050 ou à 2100, neutralité carbone en 2050, plus 2 degrés maximum en 2100, qui sont en fait des horizons qui dépassent de très loin l'espérance de vie de beaucoup. Et donc, le résultat, malheureusement, c'est que on a l'impression que le changement climatique sera un truc dans le futur qui touchera d'abord les autres. C'est pour ça qu'on entend beaucoup l'idée que la crise actuelle serait une sorte de répétition générale du changement climatique ou de préfiguration du changement climatique, ce qui est absurde. Ce devrait être l'inverse. Le changement climatique est déjà là depuis plusieurs années, mais simplement, nous ne réagissons pas tant que nous n'avons pas de mort à nos portes. Et donc, peut-être la première leçon qu'il faudrait tirer de cela, c'est de dire que nous devons nous doter, pour la lutte contre le changement climatique, d'indicateurs beaucoup plus rapprochés dans le temps. 2050 ou 2100, finalement, ça ne dit rien à personne. On a une sorte de vision de la ligne d'arrivée, mais pas de vision du chemin pour y parcourir. Et aussi que nous devrions sans doute davantage insister sur les conséquences sanitaires du changement climatique. On sait que le changement climatique a déjà une influence profonde sur de très nombreuses maladies infectieuses, que ce soit la malaria, la dengue ou le chikungunya, provoquera sans doute demain de nouvelles épidémies, notamment si le pergélisol, le permafrost libère des virus et des bactéries qui nous sont encore inconnus en fondant. Et donc, ce sont sans doute des aspects en termes de communication sur lesquels nous devrions davantage insister. Première différence fondamentale entre le virus et le changement climatique, donc, cette idée d'immédiateté, de proximité qui fait que nous en avons bien davantage peur. La deuxième différence fondamentale, c'est tout simplement que le changement climatique n'est pas une crise. Je sais bien qu'on a volontiers tendance à parler de crise climatique, mais je pense que c'est une profonde erreur que de parler de crise climatique. Parce que ce qui caractérise une crise, c'est son caractère temporaire, c'est son caractère éphémère.
c'est la possibilité d'un retour à la normale. Tout le monde, nous avions tous des plans pour ce que nous allions faire le premier jour du déconfinement. Certains allaient aller chez le coiffeur, d'autres allaient retrouver de la famille ou des amis. Nous ne pouvons pas avoir de plan pour ce que nous ferons après le changement climatique. Il n'y aura pas de déconfinement climatique, il n'y aura pas de vaccin contre le changement climatique. On ne peut pas espérer retrouver la vie d'avant le changement climatique. Et donc le changement climatique, c'est vraiment une transformation structurelle de l'atmosphère et donc de ce fait des conditions de vie sur la Terre. Et c'est quelque chose qui va nous accompagner pendant le restant de nos vies. Les émissions de gaz à effet de serre passées déterminent largement les impacts qui vont arriver dans le futur. Et donc ça veut dire que les impacts qui se produiront au cours des 50 prochaines années, c'est-à-dire pour l'essentiel de nos vies, sont déterminés largement par nos émissions passées, bien davantage que par nos émissions présentes ou par nos émissions futures. Donc, deux éléments, à mon sens, deux différences qui me semblent fondamentales pour dire que la crise actuelle est très différente du changement climatique. Et donc, elle va appeler des mesures, des réponses très, très différentes, en particulier parce que nous n'allons pas pouvoir demander aux gens d'arrêter leurs activités économiques, nous n'allons pas pouvoir confiner les gens à l'intérieur de chez eux pour une durée indéterminée. L'idée que nous devions mettre en place contre le changement climatique les mêmes mesures que celles que nous avons mises en place contre le coronavirus, à mon sens, n'a pas de sens parce que ça donne aux gens l'idée, qui à mon sens est assez destructrice d'un point de vue politique, ça leur donne l'idée qu'au fond, la lutte contre le changement climatique requiert la mise à l'arrêt de l'économie, la fermeture des frontières et le fait que nous soyons chacun claquemurés chez nous. Et donc, si on instille dans la tête des gens l'idée qu'il faut maintenant appliquer les mêmes mesures pour lutter contre le changement climatique, je crains fort que ça ne provoque chez les gens une réaction épidermique, que les gens se disent « Attendez, on a déjà donné pendant 2 mois pour lutter contre le coronavirus, on ne va pas maintenant remettre une couche supplémentaire en nous demandant de lutter contre le changement climatique. Et donc, ce sont des efforts qu'on reportera à plus tard. Et donc, je crains vraiment, effectivement, les dégâts que cela peut produire dans l'opinion si l'on dit qu'il faut appliquer au changement climatique les mêmes recettes que celles que nous avons appliquées contre le coronavirus. C'est évidemment le risque d'un rejet épidermique, d'un rejet massif par la population. Et de la même manière, je pense qu'il faut de l'idée qu'on entend beaucoup, selon laquelle la crise actuelle serait bonne pour le climat ou permettrait à la nature ou à la terre de reprendre ses droits. D'abord parce que je pense que c'est un message qui est relativement inaudible et même indécent pour les familles qui souffrent, que ce soit de la maladie ou du confinement. Ça donne l'impression qu'on se réjouirait au fond de la crise, que la crise serait une bonne nouvelle, comme si le virus était en soi porteur d'un message politique ou d'un agenda politique. Je pense qu'il faut se méfier de ce type de discours un peu naturaliste et naïf. Le virus n'est bon pour personne, le virus n'est porteur d'aucun agenda politique, et ce n'est pas une sorte de punition ou de malédiction que la Terre nous enverrait. Et d'ailleurs, la Terre ne reprend pas du tout ses droits. On voit évidemment quelques baisses, même si elles sont relativement limitées, des émissions de gaz à effet de serre. On voit une baisse de la pollution atmosphérique. On voit quelques animaux sauvages dans les rues de nos villes qui sont surtout là parce qu'ils meurent de faim et ne trouvent plus à se nourrir. Mais la réalité, c'est que pendant la crise, on assiste à une offensive généralisée de tous côtés contre les mesures de protection de l'environnement. Toute une série de lobbies industriels et de gouvernements sont aujourd'hui à la manœuvre pour quelque part déconstruire toutes les mesures de protection de l'environnement que l'on avait prises au cours des dernières années. C'est comme ça que l'Agence fédérale américaine de protection de l'environnement, donc l'équivalent du ministère américain de l'environnement, a décidé de ne plus appliquer ses propres réglementations jusqu'à nouvel ordre, comme si ces réglementations étaient des entraves à la bonne marche de l'économie. C'est ainsi que les constructeurs de voitures réclament qu'on abandonne les normes d'émissions de CO2 des nouveaux véhicules. C'est ainsi que l'industrie du plastique réclame le retour du plastique à usage unique. C'est ainsi que la déforestation au Brésil atteint des niveaux records parce que le président Bolsonaro utilise la crise actuelle pour couvrir toute une série de manœuvres de déforestation. Et donc, loin de reprendre ses droits, la terre ou la nature subissent en réalité une attaque sans précédent
pendant toute cette crise. Et moi, comme je l'ai dit plusieurs fois, ma crainte, en fait, c'est pas tellement qu'on retourne au monde d'avant, c'est qu'on retourne au monde d'avant, le monde d'avant, et que tout l'édifice de protection de l'environnement qu'on avait construit ces 15 ou 20 dernières années ne s'effondre sous le poids des lobbies. Mon autre crainte, qui me fait dire que la crise actuelle n'est pas bonne du tout pour l'environnement et pour la lutte contre le changement climatique, c'est que la coopération internationale ne sorte en lambeaux de cette crise. Nous avons vu le paradoxe que nous étions face à une crise mondiale, mais qui pourtant n'a appelé quasiment que des réponses nationales, avec des fermetures de frontières sans précédent, avec des États, des gouvernements européens qui se volaient des cargaisons de masques sur des tarmacs d'aéroports. Et donc, on voit bien que les institutions internationales sont à la peine, qu'il n'y a guère eu de solidarité européenne. Le plan annoncé par le président Macron et la chancelière Merkel avant-hier change un peu la donne, et j'espère de tout cœur qu'il permettra quelque part de donner un nouvel élan à la coopération européenne. Mais il est certain que jusqu'ici, cette coopération internationale qui fait quelque part pâle figure et qu'on a plutôt l'impression d'un agenda nationaliste de fermeture des frontières qui s'impose de plus en plus, et d'institutions internationales et intergouvernementales qui ont véritablement beaucoup de mal à s'imposer. Il n'y a pas eu du tout de gestion internationale de cette crise. Je dis souvent en boutade qu'on connaît désormais la nouvelle date de départ du Tour de France, mais par contre, on n'a toujours pas de date pour la COP26, cette conférence de l'ONU sur le climat qui devait se tenir à Glasgow en novembre cette année et qui était repoussée sine die. Et le but de cette conférence, c'était précisément d'acter le fait que les différents gouvernements revoient à la hausse les engagements qu'ils avaient pris lors de l'accord de Paris, parce qu'on sait que ces engagements, pour le moment, sont insuffisants pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Cette conférence essentielle a été reportée sine die, et de toute façon, quel sera son agenda? Est-ce qu'on pourra vraiment demander au gouvernement de prendre de nouveaux engagements, de prendre des engagements à la hausse contre le changement climatique, alors qu'ils ont tous sous les yeux leur plan de relance économique et le retour de la croissance économique? Ça va être, à mon avis, extrêmement difficile de tenir l'agenda, ça va être extrêmement difficile de revivifier la coopération internationale, alors pourtant que nous aurons plus que jamais besoin de cette coopération internationale dans les années qui viennent, non seulement pour lutter contre le changement climatique, mais aussi pour faire face à d'autres crises et à d'autres pandémies. On peut discuter de l'utilité sanitaire et de l'efficacité de fermer les frontières pour contenir la progression du virus, mais il est certain que la fermeture des frontières ne contiendra pas la progression du changement climatique, n'arrêtera pas les émissions de gaz à effet de serre, ni les impacts du changement climatique. Et donc, nous aurons besoin de davantage de coopération internationale. Et donc, voilà deux raisons principales, je dirais, qui me font dire que la crise actuelle n'est pas bonne pour le climat, à la fois parce que la coopération internationale se trouve en lambeaux et qu'on en aura besoin, et aussi parce que la période a été l'occasion d'un assaut de tous côtés de la part de lobbies industriels et de gouvernements qui voulaient qu'on abandonne toute une série de plans et de mesures de protection de l'environnement. Et puis, bien entendu, il y aura le risque d'un rebond des émissions. On a pu faire, vous les avez sûrement lu dans la presse, on a fait les premières estimations de l'impact de la crise actuelle sur les émissions de gaz à effet de serre, et on se rend compte que cet impact sera finalement assez limité, et qui sera compris entre 5 et 8% de baisse des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et on peut se dire deux choses. Soit on voit le verre à moitié plein, et on se dit c'est la plus grosse chute des émissions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ça veut dire que pour la première fois, nous sommes dans les rails des objectifs de l'accord de Paris, mais ça veut dire que nous sommes sur ces rails, non pas à cause de mesures de lutte contre le changement climatique, mais à cause de mesures de protection sanitaire. Et donc ça révèle quelque part en creux l'inefficacité des politiques climatiques que nous avons prises jusqu'ici. Si on veut voir le verre à moitié vide, on va se dire, oh là, que ça? Tout ça pour ça. Nous avons mis l'économie à l'arrêt, la moitié du monde est cloîtrée chez elle, et pourtant les émissions de gaz à effet de serre ne chutent pas davantage. Alors pourquoi est-ce qu'elles ne chutent pas davantage? À la fois parce que tout le monde n'est pas à l'arrêt en même temps. Il faut se garder ici d'avoir un point de vue
trop autocentré ou trop eurocentré. La Chine a déjà largement repris son activité économique. Les États-Unis sont encore très très loin d'être à l'arrêt. Et les États-Unis et la Chine ensemble, ça représente quand même 42% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, parce que même si bien sûr les émissions de transport ont radicalement baissé, toute une série d'autres sources d'émissions n'ont pas véritablement baissé. La déforestation, j'en parlais tout à l'heure, s'est accentuée pendant le confinement. La production d'électricité et l'extraction des énergies fossiles a continué au même rythme. La demande d'électricité est restée importante dans le monde. Et donc, ça prouve au fond quelque chose de très important. Nous avons ici une démonstration en temps réel de quelque chose qui me paraît assez fondamental. C'est le fait que la part des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui sont contrôlées par nos comportements individuels est finalement assez limitée. On sait que selon les pays, entre 25 et 40% des émissions de gaz à effet de serre sont contrôlées par nos comportements individuels de consommateurs. En France, pendant le confinement, on était autour de moins 30% des émissions de gaz à effet de serre, donc pile au milieu de cette fourchette. Et donc, ça met en lumière le fait que la plupart des émissions de gaz à effet de serre, et celles auxquelles il faut évidemment s'attaquer sans doute en priorité, sont liées à l'organisation structurelle de l'économie. Et donc, qu'il faut actionner des leviers structurels de l'organisation de l'économie si l'on veut réduire substantiellement nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est là que j'arrive à la dernière partie de l'exposé, qui, quelque part, porte sur deux grandes leçons que nous devrions tirer de la crise actuelle, au-delà de ces différences avec le changement climatique. La première leçon, c'est de réaliser que nous avons quand même été capables, malgré tout, de prendre des mesures très urgentes, radicales et extraordinairement coûteuses pour nous prémunir d'un danger immédiat. Ce qui veut dire que l'argument qu'on a parfois entendu à l'encontre de mesures de lutte contre le changement climatique, comme quoi ces mesures seraient trop coûteuses ou trop radicales, au fond, ne tient plus. On voit bien que lorsqu'on est confronté à un danger immédiat, nous en sommes capables. La question, c'est de savoir si nous allons être capables de prendre ce type de mesures contre le changement climatique, des mesures aussi radicales et coûteuses. Avec les plans de relance de l'économie, avec les milliards qu'ils vont devoir injecter, les gouvernements vont disposer à nouveau d'un instrument tout à fait essentiel de planification de l'économie. C'est un instrument qu'ils avaient perdu ou, disons, abandonné depuis des années et des années. On connaît cette phrase de Lionel Jospin sur laquelle l'État ne peut pas tout, et combien les gouvernements ne se sont-ils pas plaints de ne plus avoir de levier, de contrôle sur la marge de l'économie. Avec les milliards qu'ils vont réinjecter, avec les entreprises en difficulté qu'il va falloir sauver, les gouvernements vont avoir à nouveau une sorte de marge de manœuvre gigantesque, d'autant plus que apparemment les règles d'austérité ont été suspendues. Et donc, ça va être un grand moment keynésien pour les gouvernements où ils vont à nouveau pouvoir intervenir dans l'économie. La grande question, c'est de savoir s'ils seront capables de saisir ce levier inédit qu'ils n'auront plus à leur portée, je pense, dans les prochaines années. En d'autres termes, est-ce qu'ils vont utiliser ces milliards et ces plans de relance massifs pour investir dans une économie décarbonée, pour faire en quelque sorte émerger le monde d'après dont tout le monde parle, ou est-ce qu'ils vont au contraire remettre une machine dans l'économie d'avant? Alors, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faudrait laisser tomber certaines entreprises, notamment parce que ça ferait une casse sociale inimaginable et parce que ces entreprises nous rendent des services très importants. Mais par contre, je pense qu'il faut veiller à ce que cet argent ne soit pas uniquement utilisé comme argent de sauvetage, mais soit également utilisé comme un investissement pour l'avenir. Si, avec ces plans de relance, nous ne faisons pas des investissements clés pour l'avenir, notamment pour réorienter toute une série de subsides aux énergies fossiles qui aujourd'hui empêchent la transition énergétique, là je pense qu'effectivement nous aurons perdu. Un nouveau rapport d'ONG vient de sortir aujourd'hui, montre
qu'entre 2016 et 2019, 35 banques ont investi 27 000 milliards de dollars, donc 27 trilliards de dollars dans les énergies fossiles, tant qu'il y aura de tels montants d'investissement qui sont faits à la fois par des banques privées, mais également par les gouvernements, tant que ces investissements seront dirigés vers les énergies fossiles, on aura un handicap terrible à la transition énergétique. Et donc, véritablement, un impératif, je crois, ça va être dans ces plans de relance économique, dans ces milliards qui vont être réinjectés dans l'économie, l'impératif, ça va être de réorienter les investissements et les subventions qui sont pour le moment faits en direction des énergies fossiles. Je crois que c'est la première leçon, notre capacité à prendre des mesures radicales et très coûteuses, et donc, de ce fait, la question de savoir si nous allons être capables, quelque part, d'utiliser ce levier de planification économique pour faire émerger l'économie de demain, ou si nous allons simplement l'utiliser pour sauver l'économie d'hier. La deuxième grande leçon que je voudrais tirer de cette crise et qui me semble être utile pour la lutte contre le changement climatique, c'est la leçon de solidarité que nous nous sommes en quelque sorte donnée à nous-mêmes. Depuis des années, on nous répétait que les vies humaines n'avaient plus aucune valeur, que le profit passait avant la vie, etc., etc. Nous avons fait la démonstration éclatante du contraire. Nous avons tous accepté, bon gré mal gré, de mettre nos activités en pause forcée pendant 2 mois pour protéger les plus faibles, les plus vulnérables, les plus âgés, les plus fragiles dans nos sociétés. C'est un sacrifice incroyable, je pense, auquel ont consenti les jeunes en particulier. On sait que les jeunes vont sans doute subir pendant des années les conséquences économiques du confinement, et notamment le chômage de masse qui risque de suivre. On sait que le taux de contamination, ou plutôt le taux d'hospitalisation parmi les jeunes était beaucoup plus faible que chez les personnes âgées. Et donc, c'est un sacrifice, quelque part, en quelque sorte, auquel ils ont consenti. Et j'ai envie de dire que pendant 2 mois, nous avons provoqué une crise économique de grande ampleur, de façon tout à fait artificielle, pour préserver les plus âgés et les plus fragiles. Nous avons très clairement fait passer l'humain avant l'économie, et je crois que c'est une très belle leçon de solidarité que nous nous sommes donnée à nous-mêmes, au fond. Le problème pour le climat, c'est que cette solidarité, elle était souvent confinée à l'intérieur de nos frontières nationales. Comme je l'ai dit, il n'y a pas eu du tout de coopération ou de coordination internationale pendant cette crise. Et donc, la grande question qui se pose, c'est de savoir si nous allons maintenant être capables de projeter cette solidarité en quelque sorte retrouvée, ou qu'on espérait peut-être plus, si on va être capable de projeter cette solidarité au-delà de nos frontières nationales. Parce que les plus fragiles et les plus vulnérables au changement climatique, ils vont très souvent se trouver au-delà de nos frontières nationales, dans des pays en développement, dans des générations futures, donc au-delà de nos frontières générationnelles. Est-ce que nous allons être capables de projeter cette solidarité? Là, j'ai envie de dire que peut-être que le plan dévoilé avant-hier par le président Macron et la chancelière Merkel est un pas dans cette direction. C'est un pas d'une solidarité envers les plus pauvres au sein de l'Union européenne, puisque nous allons nous endetter collectivement pour aider les secteurs et les régions les plus touchées. Nous avons réussi quelque part à le projeter au-delà de nos frontières nationales avec ce plan vers les frontières européennes. Maintenant, tout l'enjeu, ça va être de savoir si nous allons être capables de projeter aussi cette solidarité au-delà des frontières européennes. Et donc, j'espère beaucoup que nous allons pouvoir vraiment nous saisir de ces 2 leçons, d'avoir quelque part retrouvé une certaine foi à la fois en notre capacité d'action et en la solidarité au sein de nos sociétés. Nous aurons bien besoin de ces 2 leçons si nous voulons affronter véritablement le changement climatique demain, mais nous ne pourrons pas le faire en appliquant les mêmes leçons que celles que nous avons appliquées contre le coronavirus, parce que le changement climatique n'a pas besoin d'une année vide, n'a pas besoin d'une seule année où les émissions vont baisser. Le changement climatique a besoin de politiques véritablement radicales et engagées, mais que nous puissions tenir dans la durée. Et donc, par définition, l'idée de fermer les frontières, de nous confiner chacun chez soi ou d'arrêter l'économie, ce n'est pas quelque chose que nous pourrons tenir dans la durée. Ce que nous pourrons tenir dans la durée, par contre, c'est de réorganiser durablement et structurellement l'économie. Puissions-nous saisir l'occasion qui nous est donnée de le faire à présent.
Voilà, et je vais m'arrêter ici. Super, merci beaucoup François. Alors il y a plein de questions, je vais essayer d'organiser tout ça, n'hésitez pas à continuer à les poser. Je vais peut-être commencer par une des leçons que vous n'avez pas forcément formulées comme ça. Est-ce que cette crise a aussi permis de remettre sur le devant de la scène, notamment médiatique, l'intérêt de la parole scientifique et sa pertinence pour aborder les réponses à cette crise sanitaire? Et quel comparable on pourrait faire sur la crise climatique, le changement climatique? Elle a quelque part sur le devant de la scène et la parole est vue d'expression ou dans tous les studios de radio. Mais la question, c'est aussi, elle a aussi, en même temps que quelque part, elle rappelait l'importance d'écouter cette parole scientifique, elle a aussi mis en lumière toute une série de controverses scientifiques. En France, il y a évidemment la controverse autour de l'hydroxychloroquine et du professeur Raoult à Marseille, qui est en fait assez emblématique de toute une série de controverses scientifiques. Et les gens se disent, à raison, en disant, tiens, il y a un médicament qui a l'air de marcher, pourquoi est-ce qu'on ne le teste pas sur tout le monde? Pourquoi est-ce qu'on ne le donne pas à tout le monde si ça a l'air de marcher? Et d'autres qui essayent de rappeler l'importance de la méthode scientifique, l'importance des essais cliniques, l'importance d'avoir un groupe de contrôle, par exemple, pour vérifier si le médicament est vraiment efficace ou pas, sachant que 98% des malades guérissent naturellement avec simplement des anti-inflammatoires, des antidouleurs. Je crois que, en même temps qu'elle remettait quelque part la parole des scientifiques et des experts et l'importance de la science à l'ordre du jour, elle faisait naître aussi de nouvelles controverses scientifiques et elle soulignait l'importance d'une culture scientifique dans la population. Et je pense que là, il y a véritablement un impératif et une autre leçon à tirer sur les rapports entre science et politique, c'est l'importance de doter les populations d'une culture scientifique, c'est-à-dire qui leur permettre de comprendre comment la science est fabriquée, ce qu'est une méthode scientifique, qui leur permettent effectivement d'aborder la question du doute et des incertitudes dans la science, et qui leur permettent aussi de comprendre pourquoi un article publié dans une revue scientifique a plus de valeur qu'un post sur Facebook ou sur LinkedIn. Ça ne veut pas dire qu'on ne lit que des idioties sur Facebook ou LinkedIn ou qu'il n'y a que des bêtises et des fake news sur YouTube, mais ça n'a évidemment pas la même valeur qu'un papier publié dans une revue scientifique. Et donc, je crois qu'il y a une véritable nécessité aussi, si l'on veut vraiment que la parole scientifique pèse dans la décision publique et dans le débat public, il y a aussi une nécessité d'alphabétisation scientifique de la population qui souvent ne connaît pas du tout les méthodes scientifiques, n'a aucune idée de ce que c'est un groupe de contrôle, n'a aucune idée de ce que c'est un essai clinique, n'a aucune idée de ce que c'est qu'une revue en double aveugle. Et là, je crois qu'il y a vraiment nécessité de développer à la fois l'esprit critique, mais aussi la culture scientifique dans la population, et ça devrait être au programme des collèges ou des lycées, je crois. Autre question sur les impacts du changement climatique et leur effet potentiellement mobilisateur. Une question de Carlos sur les impacts, on va dire, météorologiques du changement climatique, avec ces épisodes extrêmes comme les canicules. Pourquoi ces événements n'ont pas l'impact culturel durable pour changer et puis pour mobiliser peut-être plus en profondeur? Et je complète, j'enrichis la question avec la remarque de Juliette également. Est-ce que cette crise, elle nous donne pas aussi elle n'a pas cette vertu de nous donner l'aperçu global de ces crises et ça peut être en levier justement pour avoir cet impact culturel durable? Je dirais pour avoir travaillé sur beaucoup de crises, notamment liées à des catastrophes naturelles ou à des accidents industriels, la grande leçon que ces crises m'ont appris, c'est que nous n'apprenons rien des crises précédentes. Et quelque part, je pense qu'il ne faut pas non plus être naïf quant aux leçons que nous pourrons tirer de la crise actuelle pour l'avenir. Nous avons très vite tendance à oublier, c'est même parfois un mécanisme de résilience psychologique qui nous fait oublier quelque part des souffrances passées et des crises passées. Un des exemples les plus forts de ma carrière, c'est la catastrophe de Fukushima au Japon. J'ai passé 3 ans à étudier les conséquences économiques, politiques et sociales de cette catastrophe. J'ai dû aller dans la région
y compris dans la zone de Fukushima au moins une dizaine de fois. Et j'étais frappé de voir comme après cette catastrophe, qui est sans doute l'accident nucléaire un des plus graves, sinon le plus grave de l'histoire, de voir comme une partie de la population japonaise a voté pour un gouvernement dont le programme consistait à relancer l'énergie nucléaire. On aurait pu se dire finalement, après un tel accident, quoi qu'on pense du nucléaire, on va abandonner le nucléaire et essayer de faire autre chose. Il y a au contraire une volonté de relancer très vite et le plus rapidement possible l'industrie nucléaire, précisément comme une sorte de victoire sur la catastrophe pour en quelque sorte tourner la page. Et donc, il faut, je crois, pas être trop naïf sur notre capacité à tirer des leçons des catastrophes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi est-ce que d'autres alertes liées au changement climatique, quelque part, ne tracassent pas davantage le nombre de morts de la canicule de 2003 en France est finalement assez comparable à la surmortalité du coronavirus en France. Je crois que c'est parce que au moment de la canicule, on avait l'impression, quelque part, que si on n'était pas très vieux, on allait parfaitement supporter la chaleur. Si on ne faisait pas partie du groupe à risque, on allait parfaitement supporter la chaleur. Et quelque part, ce qui fait que nous sommes sensibles au coronavirus, c'est que nous avons tous peur pour nous-mêmes d'attraper la maladie. Que même si on sait que la maladie est très peu mortelle chez les jeunes ou chez les personnes qui n'ont pas de facteurs de risque ou de comorbidité, d'abord, il y a eu quelques cas médiatiques de personnes qui en sont quand même décédées alors qu'elles n'avaient pas de facteur de risque particulier. Il y a eu, comme je le disais, des acteurs, des célébrités qui ont attrapé la maladie et qui donc ont conforté l'idée dans la population que personne n'était à l'abri, que tout le monde pouvait attraper la maladie, et que nous avons tous, j'imagine, dans notre entourage, connu des gens qui ont été malades et qui racontaient tous que c'était de grosses souffrances pendant 15 jours ou 3 semaines. Donc, personne ne souhaitait évidemment attraper la maladie. Et donc, on n'a pas du tout mis de distance sociale comme on en met par rapport au changement climatique, y compris lorsqu'il frappe à nos portes. On a toujours l'impression que c'est les autres qui vont en être victimes et pas nous-mêmes. Cette fois-ci, nous craignons pour nous-mêmes et c'était renforcé évidemment par l'effet de contagion. C'est la peur qui doit guider notre action en faveur du climat, du coup. Est-ce que c'est pas une vision un peu pessimiste de la transformation à venir? Je ne dirais pas pour autant que c'est la peur qui doit guider notre action, notamment parce que, soyons clairs, si nous avons accepté des mesures aussi radicales pour le coronavirus, c'est parce que nous savions que c'était des mesures temporaires. Jamais nous n'aurions accepté des mesures de confinement, de mise à l'arrêt de l'économie, si nous avions su que c'était des mesures qui étaient destinées à être permanentes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup commencent à s'inquiéter de certains reculs, notamment en matière de droits et de liberté, qui pourraient être permanents. Et donc, je pense que la peur est mauvaise guide en matière, en matière de lutte contre le changement climatique. Je pense qu'un meilleur guide, paradoxalement, c'est celui que la publicité exploite très bien, c'est-à-dire le désir. Et notre grand défi, à mon avis, en matière de lutte contre le changement climatique, c'est de savoir comment nous allons pouvoir rendre ce monde d'après, pour employer une expression très galvaudée, ce monde d'après, désirable pour tous ceux dont l'aspiration première, et par ailleurs parfaitement légitime, est simplement de retrouver leur monde d'avant, de retrouver leur vie d'avant, de retrouver leurs collègues, leur activité, parfois de retrouver du travail, de retrouver les activités qu'ils aimaient faire. Et donc, particulièrement en temps de crise, le passé a toujours un côté assez rassurant, et l'avenir est, quant à lui, pétri d'incertitudes. Et le problème que nous avons, et je crois que c'est aussi un problème sur lequel nous, scientifiques, devons nous pencher, c'est qu'on a une vision à peu près claire de ce que serait le monde dont nous aurions peur ou du monde que nous voudrions éviter, ravagé par les impacts du changement climatique ou par des pandémies. Mais par contre, nous n'avons pas encore véritablement de vision en face d'un monde qui pourrait lui être opposé, c'est-à-dire du monde vers lequel nous désirerions aller. On sait là où on ne veut pas aller, mais par contre, on ne sait pas encore véritablement là où on veut aller. Et donc, je crois que le gros enjeu du défi climatique, c'est quelque part de mettre en face des rapports du GIEC, quelque part, la vision partagée d'un monde désirable, celui vers lequel on aspire à aller. Et là, les contours de ce monde désirable sont encore extrêmement flous.
on voit seulement qu'il commence un peu à se dessiner maintenant avec toute une série d'incantations au monde d'après. Des récits positifs pour la transition. Une question de Jean-Marc notamment et qui rejoint d'autres points. Vous avez mentionné la limite que on a pu voir dans la crise de l'impact de nos comportements individuels sur la réduction des gaz à effet de serre. C'est quoi le bon niveau auquel il faut agir? Est-ce que c'est pour continuer le changement des comportements individuels? On voit l'émergence par exemple des mobilités douces que les politiques souhaitent développer. Est-ce que c'est au niveau des grands groupes? Est-ce que c'est au niveau gouvernemental? C'est quoi le bon niveau d'action pour répondre? Je dirais, de un, c'est très important de continuer les mobilisations individuelles. C'est une condition, comme je l'ai dit, ça ne sera pas suffisant. Ça représente entre 25 et 40% des émissions de gaz à effet de serre selon les pays, mais ça reste une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et donc, le grand enjeu, à mon sens, c'est de parvenir à réconcilier nos comportements individuels de consommateurs avec nos choix collectifs de citoyens. Et je pense que trop souvent, on a parlé aux gens du changement climatique uniquement comme s'ils étaient des consommateurs et comme si les émissions dépendaient de leur choix de consommation. On ne leur a pas suffisamment parlé de ce qu'ils pouvaient faire en tant que citoyens. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont l'impression qu'une série de leviers leur échappent et disent ça ne dépend pas de moi, ça dépend des gouvernements ou ça dépend des multinationales, comme si ces gouvernements et ces multinationales n'étaient pas aussi dirigés par des humains. Ce ne sont pas des robots ou des martiens qui dirigent les gouvernements ou les multinationales. Et donc, quelque part, j'ai l'impression qu'on a abandonné, quelque part, nos leviers collectifs de décision par rapport au gouvernement ou aux entreprises, par rapport, entre guillemets, à tout ce qui prend des choix collectifs. C'est comme s'il y avait une sorte de séparation ou d'aliénation entre le consommateur et le citoyen, ce qui crée aussi une crise de la démocratie. On voit bien aujourd'hui que nos institutions démocratiques, que la démocratie représentative est de plus en plus mise en cause parce que les gens ne se sentent plus représentés par ces institutions. Et donc, je crois qu'un grand défi, c'est de pouvoir, qui est un défi démocratique, mais qui est aussi un défi climatique, c'est de réconcilier le consommateur avec le citoyen et que les gens se réapproprient quelque part leur voix au chapitre dans les décisions collectives. Ça me paraît vraiment très, très important. Justement, sur ce point-là, on a parlé d'acceptabilité des recettes à mettre en place, enfin des réponses à mettre en place. En France, on a ce temps de la Convention citoyenne pour le climat qui doit rendre ses conclusions d'ici quelques semaines. Ça vous paraît des bonnes réponses pour justement faire se rencontrer le consommateur, le citoyen, le chef d'entreprise sur ce sujet? Oui, je pense c'est des initiatives que je soutiens évidemment, mais je pense que c'est pas suffisant. Notamment si on prend le cas de la Convention citoyenne pour le climat, où finalement on fait une sorte de réplique d'un autre Parlement et où finalement on délègue aussi à 150 personnes tirées au sort la capacité de nous représenter. Je voudrais pas que ça soit une sorte de Parlement bis. Je pense que l'enjeu, c'est pas juste un enjeu de représentation, de représentativité, c'est que chacune et chacun, nous reprenions les leviers de la décision collective et que nous réalisions ce que nous pouvons faire, non seulement en agissant individuellement, mais surtout en agissant collectivement. Et donc, toute une série d'arrangements institutionnels comme des conventions citoyennes, etc., effectivement, peuvent contribuer quelque part à renouveler la démocratie représentative, mais ça ne suffira pas si nous ne reprenons pas chacun les leviers des décisions collectives. Quelques dernières questions que je vais me forcer de regrouper justement sur votre point de la relance keynésienne et de cet appel à ce qu'elle soit utile. Une question de Thibaut, est-ce qu'on peut déjà apercevoir peut-être certains pays où les orientations qui sont prises pour ces investissements se distinguent peut-être plus que dans d'autres? Un commentaire de Grégoire sur un peu l'évolution de notre monde, la difficulté de développer une solidarité internationale
il dit alors que la libre concurrence et la dérégulation encouragent d'une certaine manière à la loi du plus fort, comment on répond et comment on développe ces enjeux de solidarité. Et puis, Franck, qui vous interroge sur c'est quoi les priorités, on va dire, dans les grandes priorités structurelles dans ces outils de planification. Oui. Sur la première question, oui, on voit quand même quelques signes qui sont encourageants de la part de certains gouvernements. Par exemple, si on regarde le plan de relance qui est mis en œuvre en Corée du Sud ou en Nouvelle-Zélande, ce sont effectivement des plans de relance qui vont dans le bon sens, qui ne sont pas encore parfaits, mais qui néanmoins vont dans le bon sens, vont dans le sens d'une relance verte. Et c'est malheureusement, je crois, pas étranger au fait que ce sont deux pays, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande, qui ont rapidement endigué l'épidémie. Et donc, moi, ce que je crains, c'est que quelque part, notre incapacité, et on pourrait revenir là-dessus, ça sera le sujet sans doute d'autres séminaires, notre incapacité à endiguer rapidement l'épidémie, faute de masques, faute de tests, faute de réactions suffisamment rapides, fait que je crains qu'on ne puisse pas avoir des plans de relance aussi ambitieux que la Corée du Sud ou la Nouvelle-Zélande. Mais il y a certains gouvernements qui vont dans cette direction. C'est encourageant et j'espère que ça fera des émules. Le deuxième point, comment effectivement développer cette solidarité effectivement dans un modèle qui aujourd'hui n'est pas propre au développement de cette solidarité. Je pense qu'il faut pouvoir utiliser aussi les armes et les leviers que ce modèle nous offre. Je ne fais pas partie de ceux qui disent il faut d'abord changer de modèle et puis on luttera contre le changement climatique parce que vu l'urgence à agir, je crains malheureusement que l'idée d'un changement complet de modèle économique ne prenne trop de temps et qu'il soit trop tard et qu'on table quelque part sur un grand soir. Et au grand soir, j'ai parfois tendance à préférer les petits matins. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour utiliser les leviers actuels? Ça m'amène à la troisième question. Je pense que le levier numéro 1 à actionner dans les plans de relance et plus globalement dans la réorganisation de l'économie qui s'annonce, c'est la question du financement des énergies fossiles, que ce soit via des subsides publics ou via des financements privés. Ça veut dire que je pense que les gouvernements, de leur côté, doivent tout de suite arrêter de financer des projets liés aux énergies fossiles. Je pense que de plus en plus de gouvernements commencent à réaliser qu'effectivement, il faut qu'ils franchissent le pas et qu'il faut qu'ils désinvestissent de ces secteurs pour réinvestir dans d'autres secteurs, en particulier les services publics et en particulier les soins de santé, la relocalisation de chaînes de production alimentaire et les énergies renouvelables qui doivent aussi être davantage décentralisées. Je pense que ces trois secteurs où il y avait un besoin de réinvestissement massif de l'État, santé, alimentation, énergie, j'espère qu'on va pouvoir réorienter ces subventions publiques aux énergies fossiles vers ces secteurs. Aujourd'hui encore, en France, pour 1 euro donné en subvention aux énergies renouvelables, on continue à donner 2 euros aux énergies fossiles. Et donc, il est certain que la transition énergétique ne peut pas se faire si vous continuez à déverser autant d'argent sur le secteur des énergies fossiles. Il y a aussi quelque chose à faire en termes de subventions, pardon, pas de subventions, d'investissement privé. Là, je dirais que ça dépend aussi de beaucoup d'entre nous, tous ceux d'entre nous qui avons un compte dans un établissement bancaire français classique, la BNP, la Société Générale ou le Crédit Agricole. Si on a un livret A ou une assurance vie, ça veut dire que nous contribuons souvent à notre insu au financement des énergies fossiles. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout de suite clôturer les comptes dans ces banques, mais on peut envisager le fait qu'il y a d'autres établissements bancaires qui aujourd'hui proposent d'autres types d'investissements. Et même si on veut garder son compte dans ces établissements bancaires classiques, il faut pouvoir demander à son banquier, à sa banquière, où va l'argent et où est investi l'argent. Et la plupart des gens, y compris, j'en suis sûr, dans ceux qui nous regardent, n'ont aucune idée de où est investi l'argent qu'ils ont épargné. On sait que la question de l'épargne sera un gros enjeu dans les plans de relance. La question, c'est de savoir où va cette épargne, qu'est-ce qu'elle finance. Comme je l'ai dit en début d'exposé, sur les 4 dernières années, donc entre 2016 et 2019, les industries fossiles ont encore reçu de la part de 35 banques l'équivalent de 27 000 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment des sommes gigantesques et il va falloir absolument
réorienter ces financements. La bonne nouvelle, c'est que l'effondrement des cours du pétrole, même si elle va avoir des conséquences négatives et dommageables sur plein de secteurs, va sans doute ralentir profondément les investissements dans le secteur des énergies fossiles et que toute une série de banques qui ont investi en particulier dans le secteur des gisements non conventionnels, donc du pétrole de schiste, du gaz de schiste, des sables bitumineux, vont se rendre compte qu'en fait, c'était de l'argent jeté par la fenêtre, c'était des investissements catastrophiques, puisque ce sont des secteurs qui sont virtuellement en faillite à cause de l'effondrement des cours du pétrole. Et donc là, il y a vraiment aussi un levier à saisir. On demandait, je crois que c'est Franck qui demandait quelles étaient les priorités à saisir. Je dirais qu'une priorité aujourd'hui pour le climat, c'est sans doute de fixer un prix plancher au pétrole et aux énergies fossiles qui puisse progresser avec le temps. Et seul ce prix plancher permettra de stabiliser le prix du carbone qui est vraiment nécessaire pour une transformation en profondeur de l'économie. Justement, sur ces systèmes de production énergétique, et je prendrai la dernière question. Il y avait une question d'Antoine sur le fait que ça prend du temps de programmer ces systèmes énergétiques, de les déployer industriellement. Oui. On est devant une urgence que vous mentionnez. C'est peut-être l'un des messages forts de votre intervention. C'est la lutte du changement climatique. C'est un sujet du présent et pas du futur. C'est un sujet d'aujourd'hui et pas de demain. Comment on trouve l'adéquation, demande Antoine, entre ce temps long des systèmes énergétiques, des infrastructures, avec l'urgence de ce changement de modèle? Remarque très importante. Effectivement, la question de la transformation des systèmes de production énergétique et de leur décarbonisation est quelque chose qui demande du temps et qui demande parfois des investissements assez lourds. Et jusqu'ici, ces investissements étaient découragés par le fait que le prix du carbone n'arrêtait pas de fluctuer en permanence sur les marchés et que sans cette stabilité du prix du carbone, toute une série d'investisseurs, toute une série de PDG disaient « je ne peux pas avoir de vision à long terme sur ce que ça va me coûter, sur ce que ça va me rapporter ». Et on a tellement, quelque part, financiarisé les marchés de l'énergie que ça ne permettait pas du tout d'avoir une vision à long terme sur l'évolution des cours et des prix, et que donc ça décourageait profondément les investissements. Il y a une chose que les investisseurs détestent par-dessus tout, c'est l'incertitude et l'instabilité. D'où la nécessité, je crois, aujourd'hui, de fixer le plus vite possible un prix du carbone qui soit stabilisé et qui permettent non seulement d'intégrer, d'internaliser dans les choix d'investissement le prix et le coût des dommages environnementaux et particulièrement ceux liés au changement climatique, mais qui permettent aussi de tracer des perspectives de long terme sur l'évolution sur l'évolution des cours des prix de l'énergie et donc de voir quelque part pourquoi les investissements qu'on ferait aujourd'hui urgemment seraient rentables à long terme. Et je crois que c'est ça, effectivement, qui permettrait que les investissements qu'on aurait dû faire depuis longtemps se mettent véritablement en place aujourd'hui, c'est de tracer des perspectives de long terme et de stabiliser les prix en espérant que ces investissements puissent se faire le plus rapidement possible. Juste un point sur la question de l'urgence. Je pense vraiment que ce qui est important, c'est la trajectoire sur laquelle nous allons nous placer et notre capacité à maîtriser la trajectoire. D'une certaine manière, si on veut faire une sorte de métaphore avec la crise du coronavirus, un enjeu principal, c'était d'aplatir au maximum la courbe. Personne, même dans le meilleur des cas, n'imaginait que personne ne serait malade ou n'imaginait que personne ne serait contaminé. Ce qui était l'enjeu, c'était vraiment d'aplatir la courbe pour que quelque part les services de réanimation et les services hospitaliers puissent encaisser le choc. Pour le changement climatique, je pense qu'il faut qu'on adopte cette même logique de maximisation de l'action et d'essayer d'aplatir au maximum la trajectoire de nos émissions de manière à ce que nos sociétés puissent tenir le choc des impacts et pour que singulièrement les sociétés des pays en développement puissent tenir le choc des impacts. Donc, il ne s'agit pas, à mon sens, de tout arrêter d'un coup, mais il s'agit au contraire de maîtriser cette trajectoire. Merci pour ce mot. Je le retiendrai comme mot de conclusion de votre intervention. Merci pour votre présentation, pour ces échanges. Alors, vous qui nous écoutez, vous pouvez continuer à échanger entre vous pour le quart d'heure qui suit en rejoignant l'espace de networking dans la partie gauche de votre écran. Merci encore une fois, François. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et nous vous donnons rendez-vous dès lundi pour une nouvelle conférence 30 minutes pour demain. Bon après-midi à vous tous et au revoir. Merci beaucoup. Merci.